D'un enfant qui se dispute avec le juge au sujet de son téléphone à un autre qui se moque de la mère de l'une de ses victimes. Les actions des enfants dans cette vidéo vont vous agacer au plus haut point. Voici donc quelques-uns des enfants les plus irrespectueux de la salle d'audience. Premièrement, William Demopoulos. Tout d'abord, permettez-moi de vous raconter l'un des moments les plus fous de la salle d'audience, celui de William Demopoulos, 18 ans, à Berea, dans l'Ohio. Il se trouvait à une audience de probation pour des accusations de dommages criminels, d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et d'obstruction à la justice. Cela aurait dû être une simple journée au tribunal, mais non, William avait d'autres projets. Les choses ont commencé à s'envenimer lorsque le juge Chris Green a demandé à William de remettre son téléphone à son agent de probation. On pourrait penser que ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. William a refusé catégoriquement, s'accrochant à son téléphone comme s'il valait plus que sa liberté. Le juge a tenté de lui expliquer les règles de l'approbation, en les décomposant comme suit, mais William ne l'entend pas de cette oreille. William a essayé de se défendre en disant « Ce n'est pas comme ça ». Mais soyons réalistes, c'était exactement comme ça. À ce stade, le juge en a eu assez. Il a ordonné aux adjoints de menotter William, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Au lieu d'accepter calmement son sort, William a sauté sur la table du tribunal comme s'il était sur le point d'organiser une grande évasion. Mais cela n'a pas duré longtemps. Des agents l'ont immédiatement saisi et l'ont fait descendre avant qu'il ne puisse aller où que ce soit. Ces quelques secondes ont été chaotiques, mais la situation s'est ensuite dégradée pour William. Le juge n'allait pas laisser passer cela. Il a révoqué l'approbation de William, ajouté une accusation de résistance à l'arrestation et l'a condamné à 40 jours de prison. Et voilà, William est passé d'une audience de mise à l'épreuve à une peine de prison. Tout cela parce qu'il ne pouvait pas se séparer de son téléphone. Mais si vous pensez que cette affaire est folle, descendons à Miami, en Floride, au Miami-Dade Circuit Court. Il s'agit de Penelope Soto, une adolescente qui a appris à ses dépens que le manque de respect au tribunal ne passe pas. Penelope Soto. Tout a commencé lorsque Soto a été prise en possession de Xanax, une substance contrôlée, ce qui l'a conduite devant le juge Jorge Rodriguez Chomat le 4 février 2013. Dès qu'elle est entrée dans la salle d'audience, son attitude a été marquée par des problèmes. L'audience a commencé par des questions de base sur sa situation financière, mais Soto n'a pas pu s'en empêcher. Elle a répondu d'un ton narquois et en riant, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Lorsqu'on lui a demandé si elle possédait des biens de valeur, elle a énuméré une liste, y compris des bijoux qui, selon elle, valent beaucoup d'argent. Le juge n'a manifestement pas été impressionné. Le juge lui a ensuite demandé si elle avait pris des drogues au cours des dernières 24 heures. Soto a nié avec assurance, mais son comportement erratique était tout autre. C'est alors que le juge Rodriguez Chomat a fixé sa caution à 5 000 $. Au lieu de prendre la chose au sérieux, Soto a souri, ri et s'est éloigné en marmonnant un geste obscène sous son souffle. Le juge n'allait pas laisser passer cela. Il l'a rappelé et a doublé sa caution, la portant à 10 000 $, en indiquant clairement qui était le responsable. Mais Soto ne s'est pas arrêté là. En repartant, elle a crié une injure au juge. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sans perdre de temps, le juge l'a déclaré coupable d'outrage criminel direct et l'a condamné à 30 jours de prison dans le comté. Cet échange sauvage a été filmé et, avant même que Mme Soto ne réalise ce qui se passait, les images sont devenues virales. Les gens n'arrivaient pas à croire à son audace. Et le clip est devenu l'un des moments les plus médiatisés de la salle d'audience. 2 jours plus tard, cependant, le tribunal a fait preuve d'indulgence. Sa caution a été ramenée à 5 000 $. Et lorsque Soto est revenue au tribunal 4 jours plus tard, elle était une personne complètement différente. Elle s'est sincèrement excusée pour son comportement, qu'elle a qualifié d'irrationnel. Le juge Rodriguez Chomat, voyant qu'elle éprouvait de réels remords, a décidé de lui donner une nouvelle chance. Il a révoqué sa peine et lui a ordonné de suivre un programme de désintoxication. 1 an plus tard, Soto a terminé le programme avec succès et les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Ce moment n'a pas seulement servi de leçon à Penelope Soto, il est devenu un avertissement pour tous ceux qui pensent pouvoir manquer de respect à une salle d'audience et s'en tirer à bon compte. À suivre, Nicholas Lindsay. Un gamin qui, à l'époque, a été condamné 3 fois et qui continue à se comporter de manière sereine et souriante. Tout a commencé en 2011 en Floride, lorsque l'agent David Crawford, un policier bien aimé comptant 25 ans de service, a été appelé pour ce qui semblait être un rapport de cambriolage de routine. Crawford s'arrête, sort de sa voiture avec rien d'autre qu'un bloc-notes à la main, et voilà Nicholas, un gamin de 16 ans, avec une arme qu'il a achetée pour 140 $. Ce qui se passe ensuite est tout simplement bouleversant. Nicholas panique et tire 5 coups de feu, tuant l'agent Crawford sur le coup.
Le jeune homme n'était même pas armé. Il faisait simplement son travail. Le tribunal est saisi et Nicolas est inculpé de meurtre au premier degré. Le fait est que, comme il avait 16 ans, le système judiciaire l'a traité différemment en raison de son âge. Mais soyons réalistes, ce qu'il a fait est brutal. Dans un premier temps, il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, grâce à un arrêt de la Cour suprême stipulant que les mineurs ne pouvaient pas être automatiquement condamnés à la perpétuité, son cas a été réexaminé. Mais c'est là que ça devient fou. Chaque fois qu'il est au tribunal, Nicolas agit de manière totalement impassible. Il sourit pendant que le juge prononce des peines de prison à vie. Je ne plaisante même pas. Le juge est là, à lire cette lourde déclaration sur la douleur causée par Nicolas. Et ce type reste assis, comme si de rien n'était. La fille de Crawford, Amanda, voit tout cela et dit carrément « c'est un animal ». Et cela ne s'arrête pas là. Ses avocats tentent de plaider pour une peine plus légère, peut-être 40 ans, en disant qu'il essaie de changer de vie en prison. Apparemment, il a obtenu son diplôme d'études secondaires et a suivi quelques cours. Mais l'accusation ne l'a pas cru. Ils ont apporté la preuve que Nicolas causait encore des problèmes derrière les barreaux. Il se battait, faisait passer de la contrebande et était généralement violent. Le juge n'a pas voulu en entendre parler et a prononcé la prison à vie. Cette affaire n'a pas seulement touché Nicolas ou la famille de Crawford. Toute la communauté l'a ressenti. Même le maire, qui avait déjà rencontré Nicolas dans le cadre d'un programme de sensibilisation, en a eu le cœur brisé. Il pensait que le jeune avait du potentiel. Et puis, c'est arrivé. La mère de Nicolas. C'est une question difficile. Elle a réalisé que son fils pouvait être impliqué après avoir entendu la description du suspect et l'a poussé à se rendre. Pouvez-vous imaginer être une mère dans cette situation? Voir son enfant avouer quelque chose d'aussi horrible? Mais en fin de compte, Nicolas a scellé son propre destin. 3 audiences de condamnation plus tard, il fait encore comme s'il s'en fichait. Honnêtement, c'est juste une histoire triste. Triste. Les mauvais choix d'un enfant ont ruiné tant de vies, y compris la sienne. Ensuite, une affaire qui, honnêtement, va vous mettre hors de vous. C'est l'histoire du tireur de masse de Buffalo. Peyton Gendron. L'affaire s'est déroulée au tribunal du comté d'Erie, à Buffalo, dans l'État de New York. L'affaire a été intense du début à la fin. La juge, Susan Egan, n'a pas hésité une seconde. Elle a regardé Gendron, ce jeune homme de 19 ans, droit dans les yeux et lui a dit, d'emblée, elle a fait savoir que cette audition ne serait pas facile. Mais les choses ont vraiment pris un tournant lorsque Barbara Massey, la sœur de Catherine Massey, que Gendron a tuée, a pris la parole. Sa déclaration de victime a fait mouche. Elle a reproché à Gendron d'être venu dans leur ville et d'avoir pris pour cible des Noirs. Et puis, de nulle part, c'est devenu chaotique. Alors que Barbara terminait son discours, l'un des membres de sa famille n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il s'est jeté sur Gendron. On entend quelqu'un en arrière-plan dire « Ne fais pas ça », mais il était trop tard. Les gardes du tribunal ont dû intervenir, maîtriser l'homme et faire sortir Gendron de la salle. C'était comme si toute la salle d'audience avait besoin d'un moment pour respirer. Le juge a dû tout arrêter pour calmer les esprits. L'audience a été émaillée de déclarations déchirantes. Kimberly Salter, la veuve d'Aaron Salter Jr., l'agent de sécurité qui a tenté d'arrêter Gendron, s'est présentée vêtue de rouge et de noir. C'était sa façon d'honorer son mari. Et quand elle a lu la Bible, c'était puissant. Ses paroles pouvaient émouvoir n'importe qui jusqu'aux larmes. Puis Wayne Jones, dont la mère, Celestine Chaney, a été tuée, a parlé des larmes qu'il a versées en rédigeant sa déclaration. Il a parlé des larmes qu'il a versées en rédigeant sa déclaration. Il portait une croix sur laquelle figurait la photo de sa mère et s'est épanché sur son chagrin de l'avoir perdue dans une violence aussi insensée. L'un des survivants, Christopher Braden, qui travaillait chez Tops, a raconté les détails horribles de cette journée. On lui a tiré dessus et il a raconté avoir vu des victimes se faire tuer. Même après la fin de la fusillade, il a vu où les victimes étaient tombées. Ces images le hantent chaque nuit. Le traumatisme qu'il subit, il est inimaginable. Gendron s'est adressé à la cour, si l'on peut dire. Il s'est excusé, disant qu'il avait ciblé les Noirs en raison de ses convictions racistes. Je veux dire, pas d'excuses ici. Il a même admis que l'attaque était préméditée. Il a repéré le supermarché 2 fois avant la fusillade, apporté un équipement tactique et a diffusé le massacre en direct sur Twitch. C'était écœurant. N'oublions pas non plus le rôle plus important joué par les médias sociaux. Des plateformes comme 4chan ont rempli sa tête de contenu extrémiste et Twitch l'a laissé diffuser l'attaque. Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a même publié un rapport critiquant ces plateformes. Certains pensent qu'elles devraient être tenues pour responsables d'avoir alimenté ce type de haine. Finalement, Gendron a eu ce qu'il méritait. Il a été condamné à la prison à vie pour chacune des 10 personnes qu'il a tuées et à 75 ans supplémentaires pour les 3 personnes qu'il a blessées. Et elle avait raison. Avec plus de 70 ans de prison, Egan ne verra jamais la lumière du jour.
Ensuite, une affaire que nous avons trop souvent entendue au tribunal, un vol qui a mal tourné, un enfant tué et le débat sur le contrôle des armes à feu qui revient sur le tapis. Laissez-moi vous parler de Donta Wright. Tout s'est passé dans une salle d'audience d'Ann Arbor, dans le Michigan, où un jeune homme de 17 ans, Donta Wright, était en train d'être condamné. Il avait déjà admis avoir tué un lycéen, Jordan Klee, lors d'un vol. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde, ce n'est pas seulement son crime, c'est son absence totale de remords. Voici donc ce qui s'est passé. En octobre 2016, le corps de Jordan a été retrouvé près de la coopérative du village de Pinlac. Il s'avère que Donta et deux autres adolescents, Jermarius Ellison et Delreno Gracie, avaient tenté de voler à Jordan des vêtements, des chaussures et de la drogue. La situation a dégénéré et Donta a fini par tirer sur Jordan. C'était une tragédie insensée. Dans la salle d'audience, la mère de Jordan, Karen, s'épanche sur le manque de son fils. Elle parle de tout ce qu'elle ne pourra jamais vivre. Le voir aller au bal de fin d'année, célébrer les fêtes et simplement entendre sa voix. C'était bouleversant. Mais voilà, pendant que cette pauvre femme est en deuil, Donta est assis là, souriant, comme si tout cela n'avait aucune importance. Le juge n'en a pas voulu. Il a carrément dit à Donta que son attitude était dégoûtante. En fin de compte, la famille de Jordan a décidé de s'en tenir à l'accord de plaidoyer, probablement parce qu'elle voulait tourner la page. Donta a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, meurtre au second degré et association de malfaiteurs, ainsi qu'à 2 années supplémentaires pour possession d'une arme à feu. Mais le plus important, c'est qu'en raison de cet accord, plusieurs autres charges ont été abandonnées, dont une pour une fusillade liée à un gang en 2015. Et quand ce fut au tour de Donta de parler, il ne s'est pas excusé. Tout ce qu'il a dit, c'est « pas de remords, rien pour la famille de Jordan ». Il a peut-être tenté de plaider l'aliénation mentale pour obtenir une peine encore plus légère, mais il a échoué. Après la condamnation, la mère de Donta, Antoinette, a pris la parole. Elle a déclaré que le système avait ignoré ses problèmes de santé mentale et semblait plus préoccupé par le fait que son fils aille en prison que par le fait qu'il a ôté la vie à quelqu'un. C'était difficile à regarder, surtout quand on sait ce que la famille Klee avait déjà vécu. Cette affaire ne laisse pas indifférent. C'est une chose de commettre un crime terrible, mais ne montrer aucune empathie, c'est un autre niveau de cruauté, tout comme l'histoire de Damon Kemp, qui nous fait nous demander comment quelqu'un d'aussi jeune peut en arriver à une telle violence. Damon Kemp, l'ancien étudiant de l'université Bethune-Cookman, âgé de 19 ans, a été condamné à 3 peines de prison, à perpétuité consécutive, après avoir brutalement assassiné ses 2 colocataires adolescents en décembre 2018. Kemp, originaire de Stone Mountain, en Géorgie, semblait être un étudiant ordinaire lorsqu'il s'est inscrit à l'université de Daytona Beach. Mais sous la surface, les choses n'étaient pas si normales. Il a rencontré Trey Ingraham, un jeune boxeur talentueux au cœur d'or, qui a tout fait pour aider Kemp lorsqu'il était en difficulté. Trey a invité Kemp à vivre dans son appartement, sans payer de loyer, lui donnant ainsi une chance de se remettre sur pied. Ce simple acte de gentillesse a finalement conduit à la mort prématurée de Trey. Au fil du temps, les relations entre Kemp et ses colocataires ont commencé à se détériorer. Ce qui n'était au départ qu'un simple malentendu s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Le comportement de Kemp a commencé à échapper à tout contrôle. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Le 7 décembre 2018, la situation a atteint un point d'ébullition. Dans un accès de rage, Kemp a abattu Trey et son ami Jordan Padden, qui visitaient l'appartement à ce moment-là. Apparemment, Kemp a tenté de dissimuler le crime en sautant dans un étang, ce qui a rendu encore plus évident le fait qu'il essayait de fuir sa propre culpabilité. Le procès qui s'ensuivit fut plein de tensions, l'accusation soulignant qu'il s'agissait d'un tueur de sang-froid sans remords, tandis que l'équipe de défense de Kemp tentait de faire valoir qu'il était fou à l'époque. Mais les preuves étaient accablantes. L'absence de remords de Kemp, ses tentatives pour dissimuler ses actes et ses réponses évasives au cours du procès étaient claires. Il était coupable. Le jury n'a pas hésité à le condamner pour 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et de cambriolage à main armée, et le juge n'a pas hésité non plus. Lors de la condamnation, la douleur était presque insupportable. Les familles de Trey et Jordan étaient assises dans la salle d'audience, leur chagrin étant visible dans la façon dont elles s'agrippaient les unes aux autres pour se soutenir. L'assistante du procureur Sarah Thomas a présenté un argumentaire puissant, réclamant 3 peines de prison à vie consécutives pour Kemp, le qualifiant de tueur de sang-froid n'ayant aucune considération pour la vie humaine. Kemp, qui a refusé d'assumer ses responsabilités, a continué à insister sur le fait qu'il n'avait pas commis le crime, malgré toutes les preuves qui le désignaient directement. La juge Leah Case n'en a pas voulu. Elle a vu clair dans la défense de Kemp et a rejeté ses allégations d'aliénation mentale.
pour elle, il n'y a pas de doute. Kemp est un individu dangereux qui doit être enfermé pour le reste de sa vie. Kemp est un individu dangereux qui doit être enfermé pour le reste de sa vie. Et c'est ainsi que la vie de Damon Kemp a pris fin. Avec 3 condamnations à perpétuité consécutives, il ne verrait plus jamais le monde extérieur. Mais la véritable tragédie n'est pas la peine. C'est le fait que 2 jeunes hommes, pleins de potentiel et d'espoir, se sont vus voler leur vie par quelqu'un qu'ils avaient essayé d'aider. Enfin, le cas de Alyssa Bustamante. Je sais que je l'ai déjà dit, mais cette histoire vous ébranlera profondément. Il s'agit d'une jeune fille nommée Alyssa Bustamante, qui n'avait que 15 ans lorsqu'elle a commis un acte absolument horrible. En 2009, dans une petite ville du Missouri, Alyssa a tiré sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, dans les bois et a fini par la tuer. Et le pire, Elizabeth était une amie de confiance d'Alyssa et elles étaient voisines. Voici ce qui s'est passé. Un jour, Emma, la petite sœur d'Elizabeth, est allée chez elle et lui a demandé de venir jouer dehors. Sa mère lui a dit que c'était bien, mais qu'elle devait être rentrée à 18 h. Au lieu de cela, Alyssa l'a convaincue d'aller dans une zone boisée à proximité, où elle avait quelque chose à lui montrer. Et c'est là que les choses ont pris une tournure terrifiante. Alyssa a étranglé Elizabeth, l'a poignardée à plusieurs reprises, puis l'a enterrée dans une fosse peu profonde. C'est d'une brutalité inouïe, d'autant plus qu'elles étaient si jeunes. Tout le voisinage a été pris de panique lorsqu'Elizabeth n'est pas rentrée à la maison et tous ont commencé à la chercher sans savoir qu'elle était déjà partie. Alyssa a même prévenu sa sœur Emma de ne rien dire à personne. Emma a donc gardé le silence sur ce qui s'était passé. Au fil des jours, l'enquête s'est intensifiée. La police s'est finalement intéressée à Alyssa après que sa sœur a déclaré qu'elle avait été avec Elizabeth. Le comportement d'Alyssa avait déjà mis la puce à l'oreille des policiers. Lorsque les policiers l'ont interrogée sur un trou peu profond dans les bois, elle a admis avec désinvolture qu'elle l'avait creusé pour s'amuser. Ils ont également trouvé des éléments troublants sur ses comptes de médias sociaux, comme des références à la violence. Et la situation n'a fait qu'empirer lorsqu'ils ont trouvé son journal intime. Alyssa avait écrit à quel point elle aimait tuer Elizabeth. Elle l'a même décrit comme incroyable et agréable. Lorsque les policiers l'ont finalement rattrapée, Alyssa a avoué le meurtre et les a conduits à la tombe où elle avait caché Elizabeth. Tout le monde est sous le choc, en particulier sa famille, car personne ne peut croire qu'une personne aussi jeune puisse faire une chose pareille à une amie. Lors de son procès, Alyssa a d'abord plaidé non coupable, mais a finalement changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité. Les entrées du journal ont été lues au tribunal, ce qui n'a fait que renforcer le caractère froid et tordu de l'affaire. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, plus 30 ans pour l'accusation d'action criminelle armée. Mais la mère d'Elizabeth n'était pas contente. Elle estimait qu'Alyssa ne méritait pas d'être libérée, et elle a clairement exprimé sa colère lors de l'audience de détermination de la peine. Alyssa a exprimé des remords, ce qui, honnêtement, était un peu surprenant, étant donné la froideur dont elle faisait preuve dans son journal. Mais même si elle a montré un certain regret pour ce qu'elle a fait, la famille d'Elizabeth n'a pas pu lui pardonner d'avoir ôté la vie à leur fille d'une manière aussi horrible. Cette affaire est un véritable gâchis, et il est incroyable de se demander comment Alyssa a pu faire une chose pareille à quelqu'un qu'elle connaissait. Cela prouve que le mal n'a pas d'âge. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants et émouvants sur la vie réelle des tribunaux.